Donc, le sujet de la session d'information et de partage aujourd'hui, donc c'est le Lean dans les fonctions support. Mais de quel Lean parle-t-on? Ça tombe bien, je travaille chez Alliance, société investie à 200 % dans une démarche Lean, puis je suis responsable des gens, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une équipe bien active. Ma présence aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Il y a quelques personnes qui ont eu l'occasion de visiter Alliance. Il y en a quelques-uns ici aujourd'hui. Puis je crois que j'ai suscité l'intérêt et la curiosité en leur présentant dans nos ateliers notre approche RH et les outils que nous avions mis en place. Donc, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous parler de mon quotidien, de comment je fais et de comment j'arrive à avancer vers ce but qui est pour moi de donner un sens au travail. Dans ce monde qui change à une vitesse grand V, chez Alliance, nous maintenons le cap et nous gardons en tête nos objectifs grâce à l'Étoile du Nord, notre Étoile du Nord. Cette étoile nous décrit la stratégie d'Alliance, donc le Lean, et c'est à travers l'innovation, l'intense collaboration, notre organisation du travail économe, la qualité et la compréhension des besoins du client que nous nous diversifions et que nous existons. Donc, nous devons travailler tous ensemble pour l'atteinte des objectifs qui sont la satisfaction et la croissance. Dans le but de se mettre un petit peu dans le contexte, je vais vous parler de Alliance, de ce qu'on fait chez nous. Donc, nous sommes fabricants de produits en microtechnique dans des secteurs de luxe et nous le faisons à partir du procédé qu'on appelle le MIM, donc le Metal Injection Molding. Donc, à partir de ce procédé, nous arrivons à créer des pièces innovantes et nous pouvons les fabriquer de façon responsable. Nous fabriquons pour différents secteurs d'activité tels que l'horlogerie, la lunetterie, la bijouterie. Nous fabriquons aussi des pièces techniques, des pièces pour le secteur du médical et maintenant aussi pour l'aéronautique. Donc, la technologie se décompose en 3 étapes principales. Donc, la première étape qui est l'injection. Donc, nous utilisons une poudre métallique mélangée avec un liant plastique qu'on appelle le feedstock. Donc, le feedstock est injecté dans une presse sur laquelle nous avons préalablement installé un moule, le moule qui est fabriqué dans nos ateliers selon les besoins et les spécifications du client. À la sortie de la presse, nous obtenons une pièce que l'on appelle la pièce verte, donc qui est composée de métal et de plastique. Le but étant d'obtenir une pièce métallique, nous allons procéder au déliantage de la pièce. Donc, le déliantage, on va mettre les pièces dans un four, puis c'est à partir d'un processus chimique qu'on va venir enlever le liant. Donc, la partie rouge sur l'image 2 ici, le liant qui tient la pièce. Donc, à la sortie de ce four, la pièce, elle est métallique, mais elle est friable. Donc, on va passer à l'étape 3, qui est de mettre la pièce dans un four de fritage qui va venir nous donner la densité et la caractéristique technique nécessaire pour pouvoir faire les opérations complémentaires sur la pièce, comme le recalibrage, l'usinage, le polissage. Donc, dépendant de la pièce à fabriquer, il y a plus ou moins d'opérations effectuées. Donc, l'histoire d'Alliance révèle 3 périodes charnières importantes. On voit ici sur notre graphique du chiffre d'affaires, donc la période de 2002 à 2006, de 2007, on va dire, à 2009, puis depuis 2009. La première étape, ça a été l'arrivée des téléphones portables sur le marché. Donc, nous avons développé des téléphones de luxe avec nos clients qui nous a permis de se diversifier, puis du coup, d'augmenter, d'avoir une croissance exceptionnelle des commandes. Ça nous a permis, par contre, de réaliser que c'était impossible de fabriquer et de livrer autant de pièces avec une organisation de la production traditionnelle. On a dû réinventer nos façons de faire et c'est le Lean qui nous a appris à fabriquer. La deuxième étape importante, ça a été l'arrivée des smartphones sur le marché, puis en 2008, la faillite de Lehman Brothers. Donc, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, le carnet de commandes a chuté. Puis à cette période-là, nous avons dû aussi se réinventer. Mais cette fois-ci, c'est à travers l'innovation que nous l'avons fait. Donc pour nous, l'innovation, ça a été de se diversifier parce qu'au tout départ, Alliance travaillait vraiment sur les domaines de l'horlogerie et la bijouterie. Donc à partir de ce moment-là, on s'est diversifié, on a commencé à développer des relations avec des clients pour fabriquer des pièces plus techniques. On a développé aussi le secteur du médical, puis nous avons commencé et sommes en processus de développer des pièces pour l'aéronautique. Ce que ça nous a fait découvrir aussi, puisque ça nous a permis de fabriquer, c'est des pièces en céramique.
Donc, de plus en plus à la mode, hein, le céramique, chez nous, on l'appelle le CIM, dans le Ceramic Injection Molding. C'est exactement le même processus dont je vous ai parlé tout à l'heure, le MIM, sauf qu'au lieu d'injecter une poudre métallique mélangée avec du plastique, c'est une poudre de céramique. Donc, le même processus. Puis aussi, bien, nous avons développé notre capacité à travailler en collaboration avec les clients. Donc, au lieu d'offrir un service de production de pièces, on a travaillé avec les clients. Maintenant, on offre un service d'ingénierie et de conseil pour accompagner le client dans le développement de ses produits. Je vous ai mis une petite citation ici qui parle beaucoup. Donc, "It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change." Ça explique comment Alliance a survécu et a pu s'améliorer à travers ces crises. Hein, ce n'est pas en étant intelligent puis en étant fort qu'on survit à des crises, à des changements de marché, c'est en étant capable de s'adapter, en étant capable de changer. Puis ça, c'est à travers notre organisation du travail qui est flexible. En 2013, ce fut un moment de prise de conscience pour Alliance. On s'est rendu compte en se posant des questions puis en se remettant en question que tout ce qu'on mettait en place, ça ne tenait pas, puis que la qualité ne correspondait pas aux exigences qu'on s'était fixées. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait oublié de s'occuper de nos gens. On avait oublié de les respecter, puis on avait oublié de les former. Les respecter parce que les gens ont un avis qui compte, les gens ont des compétences, les gens ont des ambitions, puis le but, c'est de mettre tout ça à profit pour la réussite globale. Donc, on a fait un grand pas à ce moment-là. On a changé notre vision de l'organisation. Donc, notre vision qui était sur un modèle où il y avait quelques personnes qui devaient réfléchir, apporter des solutions pour aider les gens qui devaient travailler, exécuter les tâches tous les jours pour fabriquer les produits. On a changé tout ça. Maintenant, tout le monde doit mettre à profit sa matière grise pour arriver à s'améliorer et à avoir de meilleurs résultats. Au niveau de la formation, bien, notre domaine d'activité, hein, très technique, requiert une maîtrise et des compétences certaines pour fabriquer des pièces de très haute qualité. Il est donc essentiel de former les gens aux gestes et techniques de base. Nous aimons bien utiliser cet exemple pour comprendre. Donc, nous comparons, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, d'acheter un livre de peinture chinoise. Si vous avez essayé, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà essayé, on ouvre le livre, on y trouve les instructions étape par étape, on y trouve également les outils, la peinture, les pinceaux, pour arriver à un résultat, bon, l'image qui nous est montrée. Combien de fois ça donne le bon résultat? Rarement, je crois. Donc, c'est pour ça, chez Alliance, on dit c'est la même chose, on a des instructions, on a un résultat désiré, mais comment arriver? Parce que ça prend de la pratique, ça prend de la formation aux gestes de base. On ne va pas s'improviser peintre comme on ne va pas s'improviser fabricant de pièces chez Alliance. Donc, voilà d'où j'arrive. En 2013, après un an à l'administration des ventes chez Alliance, c'est avec quelques idées et beaucoup de questions que je me suis demandé par où j'allais commencer. Le but étant de s'améliorer, bien, je pouvais guère me tromper. Mais attention, ma première leçon de ligne est vite arrivée. En tant que bonne employée et modèle, je me suis mis à faire des tableaux dans tous les sens, à récupérer des données, à faire des indicateurs, mais tout ça sans me demander à qui et à quoi ça allait servir. Je me suis arrêtée, j'ai mis les chaussures de sécurité, puis je suis allée dans les ateliers. Puis c'est à force de discuter, d'échanger avec les gens, puis de les écouter, que je me suis rendu compte que mon objectif, ça devait être de les aider à trouver un sens à leur travail. Puis pour arriver à faire ça, le seul moyen, c'était de mieux faire connaissance. Il faut que les gens connaissent mieux Alliance, connaissent nos objectifs, notre stratégie, connaissent le but que nous voulons atteindre pour pouvoir y adhérer des gens, puis ensuite pour pouvoir y participer. Puis d'un autre côté, bien nous devons connaître nos gens, nous devons connaître leurs compétences, leurs connaissances, leurs envies, leurs ambitions, de façon à ce qu'on puisse les faire évoluer puis les aider à se développer dans l'entreprise. J'ai concentré mes efforts, donc, à travailler sur des outils qui sont toujours en évolution, puis des outils qui vont se concentrer sur des sujets RH, donc le recrutement, l'intégration, la formation et la collaboration. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est des outils. Par contre, gardez bien en tête que ce n'est pas une boîte à outils prête à l'emploi.
S'il y a des idées qui vous plaisent, qui vous intéressent, vous devrez les adapter en fonction de vos environnements de travail, vos domaines d'activité, puis des gens qui vous entourent. Aussi, gardez bien en tête que quand vous voulez développer des outils, vous devez vous poser la question sur l'objectif à atteindre. Parce que les outils que vous allez développer et implanter dans vos entreprises, c'est des outils qui vont vous transformer puis qui vont vous définir par la suite. Donc, attaquons donc avec le recrutement. Donc, les besoins de personnel chez Alliance, avant, c'était défini par un accroissement d'activité. Donc, un jour, le responsable production arrivait et disait « Allez hop, on a beaucoup de commandes cette semaine, ça me prend des gens au poste de travail. » Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on appelait les agences intérim qui nous envoyaient des opérateurs qu'on mettait au poste, puis on les formait jour après jour sur les pièces à fabriquer. Dans le but d'améliorer tout ça, de faire connaissance et de mieux s'adapter, ce qu'on a décidé de faire, c'est sélectionner un peu mieux quand même nos candidats. À partir de là, nous avons mis en place des entretiens pour tous. Donc, on rencontre tout le monde avant de les intégrer dans nos équipes. Puis, on a mis aussi des 2 demi-journées d'essai. Donc, des demi-journées où on faisait des petits tests avec les gens, on vérifiait les compétences qui étaient inscrites sur les CV, parce que des fois, on se rendait compte que ça ne concordait pas toujours. Puis, on leur présentait, on prenait le temps de leur présenter l'entreprise, faire une visite, puis les mettre un petit peu au poste pour qu'ils arrivent à bien visualiser de quoi il s'agissait. On a aussi défini 2 critères de sélection principaux. Le premier, c'est la capacité à apprendre. Ce n'est pas autant les compétences que la personne a déjà acquises ailleurs qui comptent, c'est la capacité à apprendre, parce que de toute façon, le MIM, on est les seuls en France à en faire. Donc, c'est à nous de leur montrer comment on va y arriver. Puis la deuxième chose, c'est la motivation et l'attitude. Beaucoup plus compliqué parce que ça se change plus difficilement. À partir de ce moment-là, ça a assez bien fonctionné, mais le problème qu'on a rencontré, c'est que c'était trop long. Donc, à partir du moment où on nous demandait du personnel pour fabriquer plus de pièces, ça prenait 2 semaines, donc le temps de faire les entretiens, les journées tests et tout ça. Donc, ça prenait 2 semaines avant d'avoir quelqu'un au poste. Donc, on s'est amélioré. On est encore en train de changer les façons de faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on fait du recrutement que moi, j'appelle spontané. Donc, quelqu'un m'appelle en me disant qu'il connaît un bon profil, qui travaillerait bien chez nous et tout, ou les agences intérim nous envoient des bons profils. Je rencontre les gens immédiatement. Dans le but, si jamais la sélection elle est positive, de les intégrer dans nos équipes, même s'il n'y a pas eu de besoin spécifique d'identifier. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on commence tout de suite à former les gens pour que quand il y a un besoin au niveau de la production, soit un accroissement de l'activité ou quelqu'un qui part, on a quelqu'un de formé qui a été intégré tout doucement dans nos équipes, donc qui est disponible. Ce que ça implique chez nous aujourd'hui, ça implique qu'on a en surplus, on va dire, 1 personne par équipe qui est en formation. Ça nous permet aussi, ce qui est très positif, d'avoir un peu plus de temps pour sortir les autres de la prod puis les former eux aussi, parce que c'est une des contraintes en production, c'est qu'il faut sortir les pièces. Donc, quand nous, on veut sortir les gens pour les former, bien, des fois, ça ne fait pas toujours plaisir aux responsables production. Donc, voilà donc pour le recrutement. On voudrait pousser l'idée même à créer notre propre école de formation qu'on appellerait probablement le MIM Academy. Mais on est en train de réfléchir à comment on pourrait faire ça puis comment ça pourrait s'intégrer dans notre structure actuelle. Je vous parle des 2 étapes de sélection actuelles qu'on a mises en place. Donc, il y a l'entretien pour tous, que moi, j'appelle pas l'entretien de recrutement parce que c'est un mot que tout le monde utilise. Moi, je l'appelle l'entretien de connaissance. Parce que le but, c'est de faire connaissance. Moi, je rencontre les gens, je leur explique qui on est, à quoi on s'attend, ce qu'on fait. J'essaie de leur vendre notre entreprise. Puis d'un autre côté, bien, les gens doivent se vendre à nous aussi. Donc, les gens doivent discuter, essayer de nous expliquer bien, quelles sont leurs compétences puis quels sont leurs buts pour venir travailler chez Alliance. Parce que ce qui est clair et net chez Alliance, c'est qu'on n'offre pas un boulot avec un chèque de paye. On offre un projet de développement, un projet pour l'avenir. Donc, on essaie de bien faire comprendre ça aux gens, une opportunité de trouver un boulot. Donc, même ceux qui n'ont pas nécessairement les compétences requises au tout départ pour venir travailler chez nous, s'ils sont motivés et s'ils ont la capacité d'apprendre, ça va nous faire plaisir de les intégrer dans les équipes puis de les aider à se développer. Quand on fait l'entretien de connaissances, tout le monde est un peu surpris parce qu'on leur demande à la fin de nous dessiner un vélo qui fonctionne. On vous a mis 2 exemples ici du résultat qu'on aimerait avoir à chaque coup puis du résultat des fois qu'on obtient.
C'est important pour nous le test du vélo parce que ça nous aide à analyser la capacité de la personne d'exprimer un problème. Tous les jours dans notre domaine de très haute technologie, on travaille, comme on en a parlé tout à l'heure, avec le PDCA. Donc, quelqu'un pour nous qui est incapable d'exprimer un problème ou une situation qu'il vit spontanément, on va avoir du mal à travailler en équipe et à apporter les solutions puis les améliorations nécessaires. Ensuite de ça, ce qu'on a mis en place, c'est la journée découverte. Donc, quand, après l'entretien, tout se passe bien, la personne est intéressée, puis nous, ça nous intéresse, on met en place une journée découverte. Donc, la personne vient chez nous de 8 h à 5 h. On la met au poste de travail et ça lui permet de découvrir son environnement de travail, de voir un petit peu les collègues là, sur deux équipes, de découvrir le métier. Puis également, moi, je prends soin de leur présenter l'entreprise, le processus, pour qu'ils visualisent un petit peu ce que je leur ai raconté lors de l'entretien de connaissances. Puis à la fin de la journée, on s'assoit ensemble, on discute, on se dit oui, non, on n'y va pas. Puis après, à partir du moment qu'on dit ben oui, allez, on y va, on tente le coup, bien, on va mettre en place l'intégration de la personne. Donc, pour l'intégration de la personne, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a défini des actions et des suivis précis, du moins pour les 3 premiers mois. Un, pour que la personne se sente en confiance. La première journée, moi, je vais lui expliquer le parcours d'intégration. On a créé des petits dossiers avec des suivis, avec des dates et tout, puis on explique aux gens qu'à telle date, à tel jour, on va discuter avec eux pour voir comment ça se passe. Donc, il y a l'explication du parcours d'intégration. Il y a le guide de bienvenue, la première semaine. Je vous ai parlé en semaine ici, première semaine. Le guide de bienvenue, c'est une présentation de l'entreprise, un peu comme je vous le fais là. J'explique aux gens qui on est, qu'est-ce qu'on fabrique, puis qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Notre philosophie nous fait penser parce que on pense que c'est tout beau, tout ça, mais c'est quand même assez rare, puis ça surprend, puis ça peut déstabiliser assez rapidement les gens qui sont habitués de travailler dans un cadre où on leur dit « vous faites ça, puis de telle façon, puis taisez-vous », quoi. Puis ensuite, on fait un dojo sécurité, qui est une formation sur la sécurité en entreprise, les points importants à respecter. Lors de la deuxième semaine, on fait un petit contrôle de connaissances. On fait un test, donc sur 2 pages, avec quelques questions, qui nous permet de valider que la personne a bien capté ce que j'ai raconté, ce que j'ai ou quelqu'un d'autre a raconté la semaine précédente. Le but, c'est d'identifier, si jamais il y a des points qui ont été mal compris, mais de revenir vers eux pour en rediscuter. On voit le contrôle de connaissances, il se fait après 1 mois. Puis les suivis périodiques, donc le suivi 1 qu'on appelle le S1, et puis après le suivi 2, ce sont des suivis où on va discuter ensemble qu'est-ce qui va pas, puis tout de suite rectifier le tir si nous ou si la personne est dans une situation un peu délicate. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ces suivis-là, c'est qu'on arrive à dire on est en situation de réussite ou on est en situation d'échec déjà après 2 semaines ou après 1 mois. Donc, à partir du moment où c'est une réussite, la personne elle est contente. Ouais, c'est bon, j'ai déjà réussi les 2 premières semaines, ça ne peut qu'aller mieux. Puis après 4 semaines, on refait la même chose. Puis là, les gens commencent à vraiment bien nous expliquer que leur métier, ils commencent à bien le comprendre. La formation, ça se passe bien. Donc après, si on est en situation de réussite, en situation de succès, eh bien, on continue. Puis si ça se passe un peu moins bien, puis qu'on voit que la personne déjà commence à stagner alors qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, bien, on met fin à la relation. Comme ça, les gens, on ne les laisse pas dans une situation inconfortable. Puis nous, ça nous évite, entre guillemets, de perdre un peu notre temps à former quelqu'un qui ne va pas arriver au résultat escompté. Après 3 mois, on a mis en place un suivi des habilitations. Ça va être pour nous la façon de valider que la personne a acquis les savoirs essentiels de base pour pouvoir fabriquer des pièces à la hauteur de la qualité qu'on a besoin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les fiches de poste, on est allé dans l'usine, puis on a décrit des savoirs essentiels de base que les gens doivent avoir obtenus après 1 mois, après 3 mois, puis on va valider. Donc, on fait ça sous forme d'audit. Souvent, c'est le responsable de production qui va aller vers la personne, puis qui va dire, parle-moi un petit peu de ton boulot, tu travailles sur quelle pièce aujourd'hui? Oui, bon, c'est pour quel client? Est-ce que tu as des outils de production? Est-ce que tu as des documents à remplir? Donc, on va, à travers cette discussion-là, voir si la personne a capté les savoirs essentiels pour travailler au poste. On peut parler de questions globales par rapport à l'entreprise, puis on va regarder les méthodes de travail concrètes. Ce qui est intéressant par ce suivi-là d'habilitation, c'est qu'on a fait 3 niveaux. Donc, après 3 mois, on va habiliter la personne au niveau 1. Donc, c'est déjà une belle récompense, une belle reconnaissance de notre part. Les gens sont contents, on reconnaît qu'ils font du bon boulot.
Puis après, on va leur donner la possibilité de continuer d'évoluer. Donc, on ne dit pas, bien, on s'arrête là, puis vous continuez pendant les 5 prochaines années à faire le même travail. Non, on leur dit, il y a possibilité de continuer à évoluer. On leur montre un petit peu les buts, puis on va mettre derrière la formation en place requise pour qu'ils puissent l'atteindre dans une période donnée de 6 mois, 1 an, ou dépendant des gens. On ne force personne, mais on leur donne la possibilité d'évoluer. Au niveau de l'accompagnement, bien, une fois qu'ils sont habilités, on va dire à l'étape 1, après 3 mois, on ne les laisse pas tomber, on continue de les accompagner. Puis là, on a mis en place des team leaders. Donc, les team leaders, leur principale fonction, c'est de transmettre leurs connaissances et leurs compétences. C'est des tuteurs qui vont accompagner les nouveaux, puis ils vont accompagner l'équipe jusqu'au bout. Moi, j'aime bien comparer le team leader à un capitaine d'équipe de foot. On parlait de foot tout à l'heure. Le capitaine de l'équipe de foot, c'est un très bon joueur, donc il fait partie de l'équipe, mais qui est en position pour les motiver, pour les conseiller, mais surtout pour s'assurer qu'ils sont dans les meilleures conditions pour fabriquer des bonnes pièces dans l'équipe, pour compter des buts. Hein, le but chez nous, à chaque semaine, c'est de livrer la bonne quantité de pièces, mais avec la bonne qualité. Donc, c'est le team leader dans l'équipe qui peut voir si ses joueurs, si ses collègues sont en bonne forme, s'ils ont les bons outils, puis la bonne formation pour y arriver. Ensuite, on a aussi les entretiens annuels d'évolution. Ce qui est particulier chez nous, les entretiens, c'est vraiment sur une base de discussion. Donc, ce n'est pas tout fait d'avance avec des objectifs et des choses précises. On arrive à l'entretien, on a déjà une bonne idée de la personne, on la connaît bien parce qu'on l'a suivie depuis son intégration, mais on s'attend à ce que la personne vienne nous parler de comment elle se sent et comment elle se voit dans l'entreprise à plus ou moins moyen terme. Donc, c'est sur une base de discussion et puis c'est à la demande de l'employé. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on faisait un planning sur une année. Aujourd'hui, on est 120 chez Alliance. Donc, on faisait un planning sur une année. Monsieur X avait eu son entretien au mois de décembre, il va l'avoir au mois de décembre l'année prochaine. Mais Monsieur X, entre les deux, il a changé, il a évolué, il a décidé de faire autre chose, mais il n'osait pas nous le dire parce qu'il y avait une distance qui ne le permettait pas. Donc, on a dit aux employés, vous avez besoin de discuter, vous avez envie d'avoir votre entretien annuel, vous levez la main, vous nous dites, on le fait maintenant spontanément. Puis, dans le but de reproduire ces situations-là le plus souvent possible, on a mis en place les one-to-one. Les one-to-one, c'est j'ai un problème, ça ne va pas, je suis un peu perdu, je suis un peu mélangé avec les objectifs et tout. J'ai envie de voir mon responsable. On s'assoit, on prend le temps, on peut prendre le temps qu'il faut, on se sort de la production pour dire, eh bien, aujourd'hui, il y a ça qui ne va pas. Comment on peut arriver à améliorer la situation pour que je me sente mieux et que je me concentre sur mon travail à accomplir. Une autre priorité chez Alliance, c'est la formation. Hein, la formation, là, vous avez un dojo formation que nous avons mis en place qui, a priori, a l'air un peu simpliste, j'avoue. En plus, il n'y a personne dedans, donc c'est contraire à ce que je vous dis. Mais dans notre nouvelle usine, on est en train de déménager, on s'installe au mois de juillet. Je peux vous promettre, si vous venez visiter un jour, qu'il y aura un espace formation dédié à la hauteur de ce qu'il faut parce que les gens doivent y travailler tous les jours. Donc, c'est un espace qui nous permet de se retirer de notre machine de production puis de donner des formations aux gens. Donc, les deux principales sources de besoins de formation chez nous, c'est le savoir essentiel, on en a parlé un petit peu, puis les retours sur les problèmes qualité, la qualité des produits. Pour reprendre notre exemple du livre chinois tout à l'heure, chez Alliance, on a développé notre livre des savoirs essentiels. Donc, pour chacun des postes de travail chez Alliance, on a fait un petit livre comme ça, qui paraît a priori très complexe, mais qui est un rappel et qui va nous aider à nous guider dans la formation des gens. Il y a un côté du livre où on va présenter les savoirs essentiels, la philosophie de l'entreprise, les images qu'on va y retrouver, les secteurs d'activité, les règles de sécurité, puis des informations sur la matière. Puis de l'autre côté, ça va être vraiment plus en fonction du poste où on travaille, les opérations qu'on doit maîtriser, les gestes. Donc, c'est un petit livre qui sert de base de formation déjà. Personne ne devra aller sur les postes de travail sans connaître et maîtriser l'information qui est à l'intérieur de ces livres. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé notre propre dictionnaire parce qu'on s'est rendu compte que quand on allait dans les ateliers, on discutait avec les gens, on parlait d'un truc, mais on n'utilisait pas les mêmes mots. Donc, ça créait de la confusion. Puis on s'est dit, allez hop, il faut que tout le monde se remette à niveau. Donc, on a créé un dictionnaire qui rappelle les mots et les gestes qu'on doit utiliser.
Un autre outil qu'on a modifié, c'est les instructions de travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un peu la même situation. Les instructions de travail, chez nous, on mettait des images avec des lignes. Celle-ci, elle est, on va dire, encore petite, hein, mais on a des instructions qui faisaient 2 pages avec des trucs notés de droite à gauche. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les opérateurs, les opératrices ne les lisaient pas. Hein, c'est un peu monotone, c'est un peu plate à lire, donc les gens ne les lisaient pas. Puis ça provoquait des problèmes qualité sur des pièces parce qu'il y a quand même des informations importantes qui s'y retrouvent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié nos instructions de travail pour les rendre plus intuitives. Hein, c'est déjà plus beau, non? C'est un peu plus dynamique. Donc, ce qu'on retrouve sur les instructions de travail aujourd'hui, c'est ce qui est important par rapport à la pièce. Donc ici, on a ce qui est important pour savoir fabriquer la pièce, mais ici, c'est fabriquer le geste en général, mais ici, on parle de la pièce, ce qui est critique. On veut attirer votre attention sur tel point. Donc, on n'a pas besoin de donner plein d'informations. L'information, elle est là. On l'a déjà acquise. Donc, on travaille sur cette pièce-là aujourd'hui. Déjà, on a mis une photo pour montrer c'était quoi le produit final, parce qu'on ne travaille pas de la même façon si on sait qu'on fait des super montres ou des produits qui sont un peu plus cachés. Ça donne une certaine fierté aux gens de dire « Ouais, c'est la pièce que je travaille, c'est bien ». Puis, on a expliqué un petit peu la description, puis on a mis le nom du chef du projet, parce qu'on veut favoriser la communication. Je suis en train de faire une pièce, je ne sais pas si elle est bonne ou pas. Je vais voir le responsable qualité, il n'est pas là. Non, je vais aller voir Benoît Moritz parce que c'est lui qui la connaît. La pièce, c'est lui qui l'a développée avec le client, puis lui, il va pouvoir répondre à ma question. Donc ici, on est vraiment sur l'information critique par rapport à la pièce. Au niveau de la qualité, ce qu'on a mis en place pour déterminer les formations, c'est la table des lamentations. Donc, dans chaque secteur de l'entreprise, il y a une table des lamentations. Puis, on va retrouver sur la table de lamentation tous les problèmes qualité qu'il y a eu dans la journée ou spontanément, tout le temps comme ça. Donc, les filles au poste, elles voient des défauts sur les pièces, elles vont les mettre de côté, elles vont les amener à la table. On a des retours clients, s'il y en a, on les amène à la table avec la description. On peut avoir aussi des alertes clients. L'alerte versus le retour, c'est un produit qui n'est pas retourné chez nous, mais le client dit « Attention, j'ai vu quelque chose, il faut tout de suite corriger ». Puis, on a les problèmes que les filles vont détecter, comme je disais, au poste de travail. Tous les jours, 2 fois par jour, le responsable qualité, le responsable de production, les techniciens régleurs sur les presses à injecter, avec les team leaders, vont se réunir autour de la table et vont discuter de chacun des problèmes qualité dans le but d'y trouver des solutions, puis des moyens de s'assurer que ça ne va pas se reproduire. À la fin de cette discussion-là, qui est plus ou moins longue, hein, dépendant des retours à discuter, les team leaders retournent dans leurs équipes, puis en tant que bons capitaines, vont donner la formation à leurs joueurs pour éviter que ça revienne. De façon à suivre tout ça, nous avons mis en place des tableaux de formation et de suivi dans les ateliers. Dans chacun des secteurs, il y a un tableau. On voit, vous ne voyez pas beaucoup ici, mais on a les photos des gens qui constituent l'équipe. Puis les gens ont une vision sur 4 semaines des actions qu'on va mettre en place pour l'amélioration de la fabrication ou l'amélioration de leurs conditions. Donc, on va y retrouver des formations sur les pièces, des formations qualité, mais on va y retrouver aussi les suivis. S'il y a des S1, des S2, des S3, des guides de bienvenue qui sont prévus pour eux, on va tout retrouver sur le tableau. Donc, ça leur permet de voir ce qui va leur arriver d'ici les 4 prochaines semaines, puis de se concentrer sur leur travail plutôt que de toujours se demander « Est-ce que Caroline va venir me voir? Est-ce que quelqu'un va… » Non, là, on voit, on sait, puis on se dit « il me semble que j'aurais dû avoir un suivi, puis il n'est pas affiché. » Bien, la personne peut dire « Hey, Caro, tu as oublié mon suivi, il n'est pas au tableau. » Donc, les gens se concentrent après mieux sur leur boulot. Un autre point de RH qui est super important, c'est la communication. C'est pas facile dans les entreprises. Quand on est 120 surtout, je ne peux pas passer tous les jours voir chacun pour expliquer quel changement puis quelle modification qui s'est passé dans l'usine. Donc, on doit absolument trouver le moyen de bien communiquer. Le premier moyen qu'on a trouvé, c'est de changer notre organigramme. Comme à peu près tout le monde, on avait un organigramme avec des cases puis des traits qui relient les cases. Puis ça, on a changé parce qu'on s'est dit, ça laisse penser que quand il n'y a pas de trait, les gens ne se parlent pas. Alors que c'est tout à fait faux, tout le monde doit se parler dans l'entreprise. Ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a supprimé les cases, puis on a supprimé aussi les niveaux hiérarchiques. Il n'y a presque pas de niveau hiérarchique. Déjà, il y a le client qui est au centre de cette interaction.
Puis derrière, il peut y avoir un superviseur, un team leader et les opérateurs. Donc, on est toujours en communication directe. On en parlait tout à l'heure. Évidemment, avec 120 employés versus quelques milliers, c'est différent. Mais on essaye de toujours être en communication directe pour éviter que les messages soient mal transmis ou mal compris aux différents niveaux. Donc, on a travaillé sur un organigramme qui n'est encore pas fini, hein, donc on est encore en train de réfléchir, mais qui va ressembler plutôt à une tornade. Puis dans cette tornade, on va trouver les différents intervenants. Puis le moteur de cette tornade-là, bien, c'est le client, parce que c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on va faire demain ou qu'est-ce qu'on ne va pas faire demain. Un autre outil qu'on a chez nous, c'est les tableaux APP, les tableaux d'analyse de perte de production. Ces tableaux-là ont été mis en place pour que les opérateurs opératrices puissent savoir si on réussit leur journée. Par contre, il y a eu un loupé. On a oublié au départ d'expliquer à quoi ça allait servir. Donc, quand vous mettez des outils en place, prenez le temps d'expliquer à quoi ça va servir, puis qu'est-ce que ça va leur apporter, eux, dans leur quotidien. Parce que ce qui arrive après, c'est qu'on doit recommencer du début, puis en plus de devoir expliquer, il faut essayer d'enlever dans la tête des gens la mauvaise fonction qu'ils ont attribuée à l'outil. Donc, quand on va dans les ateliers aujourd'hui, je le fais tous les jours, hein, je vais voir les gens, je leur demande à quoi ça sert, ces tableaux-là. Bien, ils me disent c'est un tableau de cadence, c'est pour nous surveiller. Bien, ça, c'est pas ligne du tout. Puis moi, bien, je prends le temps de leur expliquer à chacun que ces tableaux-là, c'est leur possibilité de s'exprimer et de donner leur avis. En fait, ce qu'on veut savoir, on donne une idée du nombre de pièces que l'on devait fabriquer à l'heure, dépendant de la pièce. Puis, si la personne n'arrive pas à les fabriquer, par exemple, si c'est écrit 22, si par exemple, la première heure, la dame arrive à 10 pièces, il faut qu'elle se pose la question, mais pourquoi je ne suis pas arrivée à fabriquer la pièce? Est-ce que mes outils ne sont pas bons? Est-ce que la pièce qui arrive vers moi, elle a un défaut, donc ça me prend plus de temps? Est-ce que c'est parce que je suis nouvelle? Parce que souvent, c'est parce qu'on est nouveau. Mais la personne, puis je dis souvent la dame, parce que c'est souvent des dames au poste, doit pouvoir expliquer ou nous donner une indication de c'est quoi le problème. Donc, elle écrit sur le tableau, puis nous, quand on se balade dans les ateliers, on voit qu'il y a quelque chose d'écrit, par curiosité puis par intérêt, on va voir, puis on peut discuter avec la personne. Si la personne nous dit « Ah, bien, mon outil, il est cassé » ou « Ça ne se passe pas bien », tout ça, bien, tout de suite, avec elle, on peut trouver des solutions pour remettre le tout en place, puis qu'à la fin de la journée, elle puisse se dire « Ouais, j'ai fait 10, 11, 12, 13 », elle a augmenté, puis dire à la fin de la journée « Yes, j'ai réussi à faire mes 22 pièces ». Alors que si on ne s'en occupe pas, si elle ne nous dit rien, si on ne va pas vers elle, toute la journée, on va faire 10, 10, 10. Qu'est-ce qui va arriver à la fin de la journée? La dame, elle va être découragée, elle va être démotivée. Donc, c'est d'être réactif et d'aller vite dans la solution de problème, puis d'impliquer les gens. Une autre chose que nous avons fait chez Alliance, tout le monde connaît les fameuses fiches de suggestion. Tout le monde a déjà vécu ou passé par ce moyen de communication qui, a priori, ne fonctionne pas. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que les gens écrivent des idées, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Rien. Bien, chez Alliance, on a voulu changer ça. Donc, premièrement, on a changé le nom. On a appelé ça des idées créatives. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être réactif puis d'impliquer les gens dans les changements. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, ben moi, je voudrais avoir tel truc, je voulais modifier tel truc dans l'entreprise », il ne s'attend pas à ce que M. X ou à ce que Caroline débarque avec la solution, mette la solution en place et voilà, le problème est réglé. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on nomme un responsable qui va aller vers la personne qui a soumis l'idée, puis ils vont travailler ensemble à mettre la solution en place. Déjà, à savoir c'est quoi la meilleure solution, s'il y en a une ou s'il n'y en a pas, puis après, la mettre en place. La problématique qu'on a avec ça, c'est qu'on s'est retrouvé avec beaucoup d'idées, ce qui est super, hein? Ce qui est super. Des idées de production, d'aménagement de production, des idées d'aménagement de poste de travail, environnement de travail, ou même des idées sécurité. Mais après, pour gérer tout ça, on s'est rendu compte que c'était toujours les mêmes personnes qui devaient mettre les actions en place. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler sur les idées, mais amener les gens à pouvoir mettre en place des solutions par eux-mêmes. Donc, travailler beaucoup plus avec les team leaders pour que les team leaders et les opérateurs puissent amener les idées, les mettre en place rapidement déjà, parce que ça, c'est le critère numéro 1. Si quelqu'un nous donne une idée puis on ne revient jamais, ils vont dire ben, ça ne donne rien de donner des idées parce que de toute façon, il ne se passe rien derrière. Donc, il faut être réactif, il faut bouger, puis il faut que les idées se mettent en place par elles-mêmes directement dans les ateliers. Qu'est-ce qui est bien par rapport à ces idées-là, c'est que quand on réalise des idées, vous voyez sûrement un petit peu ici, toutes les idées qui viennent des employés, ils sont mis en vert-pomme dans l'atelier. Donc, on essaye de peindre les idées. Donc, visuellement parlant, on se promène et on se dit « Wow, ça, c'est quelqu'un qui a pensé à ça, c'est quelqu'un qui a pensé à ça ».
Donc, les gens, ils voient puis ils sont fiers des modifications qu'ils ont apportées. Ensuite, au niveau communication, nous organisons régulièrement des réunions d'information. Donc, c'est M. Beer, le PDG chez Alliance, qui anime les réunions. Ce qu'on essaye de transmettre aux gens ici, c'est les nouvelles idées, c'est l'actualité, c'est vers où on va chez Alliance, tout ce qui est nouvelles du jour. Par exemple, on est en train de déménager, donc on essaye le plus souvent possible de mettre les gens au courant de comment ça va se passer, même si nous, on ne sait pas toujours exactement ce qui va arriver. Mais on les met au courant, on les implique dans l'actualité de la société. Puis on en profite pour récompenser les bons gestes, les nouveautés qui ont été mises dans l'entreprise. Ici, on a une photo où on a remis des casquettes parce qu'on a mis en place le petit train pour ceux qui travaillent en flux tiré. Donc, on a remis des casquettes, on a félicité les gens, puis on a reconnu l'effort fourni. Puis également, au niveau des idées créatives, ce qu'on fait, c'est qu'on remet une récompense aux meilleures idées qui ont aidé la production à s'améliorer. Donc, on fait un petit montage comme ça avec une carte cadeau, avec un certificat, puis avec une petite médaille qu'on a fabriquée nous-mêmes dans nos ateliers, avec le nom de la personne, puis le numéro de l'idée. Puis derrière, on encadre donc ces petits certificats qui ont une photo et une description de l'idée avec le nom de la personne et la date qu'on va mettre sur les murs dans notre nouvelle usine. Donc, il va nous permettre de voir au fil du temps qu'il y a beaucoup d'idées puis que c'est une belle réussite pour les gens. Autre outil mis en place chez Alliance, c'est le Fab Lab. Le Fab Lab, c'est un moyen pour nous de produire des solutions rapides. Donc, on a une idée au niveau de notre organisation du travail. On se dit, si j'avais tel truc pour travailler, ça irait mieux. Bien, vite, on va au Fab Lab. On travaille en collaboration avec des gens. On discute de la solution qu'on envisage. Puis, on imprime en 3D le produit qu'on a besoin, l'outil qu'on a besoin. Donc, c'est réactif, c'est vite, puis ça nous permet rapidement de s'améliorer. Ça donne quoi tout cela? Eh bien, ça donne des gens heureux qui fabriquent de meilleures pièces. On le constate tous les jours dans l'usine. Ça donne des gens qui se parlent spontanément en s'appelant par leur prénom, en se disant bonjour, en ayant le sourire, ce qui est nécessaire pour travailler chez Alliance. Puis ça donne aussi un niveau de qualité des pièces qui est meilleur. Les gens sont plus heureux aussi parce qu'on fait des sondages sociaux depuis 2 ans, puis on voit par rapport aux questions. L'année dernière, en 2013, on a fait le sondage. On a établi sur 10 sections différentes des questions avec des résultats. On leur fait le même sondage l'année dernière, puis le pourcentage de gens qui ont dit oui ou qui étaient satisfaits a augmenté. Donc, pour nous, c'est un avancement à la mise en place de tous ces trucs-là, puis du fait de s'occuper des gens. Puis au niveau de la qualité, on le voit un petit peu sur la courbe ici. Bien, depuis 2013, le nombre de retours clients, le coût relié au retour client a diminué drastiquement. Donc, pour nous, l'investissement dans la formation aux gestes, dans le fait de s'occuper des gens, ça fait une grosse différence. On va continuer d'ailleurs. C'est le temps de vous mettre à vos crayons si vous voulez prendre des notes. Des choses à éviter de faire. Donc, les gens ne changent que s'ils perçoivent que ceux qui les font changer marchent au milieu d'eux. Ne restez pas devant vos ordinateurs, devant vos PC. Allez dans les ateliers, allez discuter, allez comprendre comment vous allez pouvoir aider les gens à s'améliorer et à s'investir davantage. Le changement a une face d'ombre qui est l'humiliation. Donc, il ne faut pas dire aux gens que ce qu'ils ont appris avant ou les compétences qu'ils ont acquises avant, ça ne sert à rien parce que chez Alliance, c'est mieux, c'est différent. Non, les gens ont des compétences acquises, ça leur a servi, ça leur sert toujours. Ce qu'il faut, nous, c'est leur en donner des nouvelles pour qu'ils puissent s'améliorer et se développer. Le leader doit rassurer l'opérateur dans la dignité de ce qu'il fait, un petit peu à l'image de l'organigramme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tous les boulots sont importants. Moi, je suis là pour les aider à faire le boulot en tant que responsable, mais si eux ne sont pas là pour faire les pièces, chez Alliance, il n'y a rien qui sort parce que moi, je ne sais pas aujourd'hui comment faire des pièces de qualité. Donc, tous les boulots sont importants chez Alliance. Puis, l'innovation est un travail de groupe qui ne peut être réduit à un travail d'un seul. Chez Alliance, c'est l'intense collaboration. Tout le monde doit travailler ensemble. D'ailleurs, vous avez vu, je suis habillée avec une belle chemise Alliance. Eh bien, chez Alliance, tout le monde porte les mêmes vêtements pour créer cette cohésion puis cette appartenance à un groupe puis un sentiment de fierté. Je me suis permis de faire un petit jeu de mots avec le Lean RH, à vous rappeler des points importants, moi, des choses que j'ai découvertes à travers mon expérience. Donc, le L, c'est pour leader. Nous devons être leaders, nous devons être convaincus pour arriver à convaincre les autres. Puis, tous les managers dans l'entreprise doivent être de bons leaders.
Le E pour encourager, la fameuse tape dans le dos. Hein, il faut encourager les gens pour les bons coups parce qu'on a tendance à se concentrer sur ce qui va mal, mais ce qui va bien, il ne faut pas l'oublier hein, parce que c'est par là que ça va nous faire avancer. Le A, c'est pour agir. Au Québec, on dirait il faut que les bottines suivent les babines. Ça veut dire que quand on dit quelque chose, bien, il faut le faire, puis tout de suite. Hein? Si on fait 6 mois après, ça n'a plus d'impact. Je fais la traduction au cas où. Le N pour ne jamais oublier que la vie est injuste, que les objectifs changent, puis que rien n'est acquis, rien n'est garanti. Après, il y a le R pour répéter, répéter et répéter. Parce que même si le message est entendu la première fois, ça ne veut pas dire qu'il est compris. Puis même quand il est compris, ça ne veut pas dire qu'il est bien compris. Donc, il faut répéter, répéter et répéter. Donc, il ne faut surtout pas se démotiver. Et puis le H, bien, pour humour. Ayez de l'humour. Sachez faire rigoler les gens, puis créer de l'ambiance dans vos équipes, parce que ça change tout quand on vient travailler avec le sourire, puis avec l'envie de venir au boulot, parce que de toute façon, on va aller au boulot toute notre vie. Donc, tant qu'à le faire, faisons-le avec le sourire. Donc, je vous laisse quand même avec un peu de travail. Je vous pose la question, est-ce que votre travail a du sens pour vous? Voilà.